Donc on va commencer. Déjà, bonjour à tous et merci d'être venus. Donc on va faire une table ronde sur les innovations alimentaires. Donc pour définir un petit peu ce qu'est une innovation, tout simplement, c'est une chose qui cherche à résoudre un problème qui existe. Et en alimentaire, on a beaucoup d'innovations parce que ça peut répondre à des problèmes souvent en production. Par exemple, on cherche à améliorer les coûts de production ou bien la qualité des produits ou encore de trouver des produits qui n'existent pas encore sur le marché pour attirer des clients. Et ça peut répondre à différents problèmes actuels, comme par exemple des enjeux environnementaux, trouver des produits qui sont plus durables, ou également ça peut concerner le goût ou encore la nutrition des produits. Et donc il y a plein de méthodes différentes qui existent, donc ça peut être aussi bien un travail sur le produit, un travail sur la transformation, sur l'emballage, mais aussi tout simplement sur les modes de consommation des produits. Et donc tout ça, c'est pour améliorer les produits que nous consommons au quotidien. Et donc c'est dans une démarche de mieux consommer qu'aujourd'hui on fait cette table ronde. Et donc on a plusieurs intervenants. Donc pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de table et pour vous introduire un petit peu donc, qui vous êtes, votre parcours et tout simplement qu'est-ce que vous faites, quelle est l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer. Honneur aux filles, allez. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Éléonore Beau et j'ai cofondé, alors je suis Alumni AgroParisTech et j'ai cofondé avec Édouard, également Alumni AgroParisTech, l'entreprise Bon Dimanche. Très rapidement, Bon Dimanche, c'est un projet de micro-laiterie. C'est-à-dire l'idée c'est d'opérer un atelier de transformation laitière où on va collecter le lait directement chez des éleveurs partenaires en agroécologie. Le lait est transformé au sein de la micro-laiterie, aujourd'hui en crème glacée mais demain en d'autres produits laitiers, et ces produits sont ensuite distribués localement dans les magasins bio, toujours localement en circuit court, et tout se fait du coup dans un rayon de 150 km de l'approvisionnement jusqu'à la distribution des produits. Alors, c'est à moi, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, je suis Ania Diogo, également alumni AgroParisTech, et j'ai fondé Glimafrica, donc qui est une entreprise dédiée à la valorisation des agro-ressources d'Afrique. Et j'ai commencé par le niébé, qui est une légumineuse très présente en Afrique, avec pour volonté d'élargir son champ d'utilisation, de consommation au travers d'une gamme de produits qui va des pâtes au couscous et également à de la bouillie de niébé. Le but, c'est d'en faire une alternative aux produits de blé qui sont largement importés en Afrique et pouvoir également apporter plus de protéines végétales dans l'alimentation et aider à résoudre des problématiques locales au Cameroun, notamment où l'entreprise est installée, qui ont trait à l'anémie et au manque d'acide folique pour les femmes enceintes. Bonjour, donc moi je suis David Snanouch de Absoluté. Alors je viens pas du tout de l'agroalimentaire, j'ai une formation en économie, en gestion et en gestion des risques. J'ai travaillé ensuite pendant une vingtaine d'années dans un domaine qui n'a strictement rien à voir toujours avec l'agroalimentaire, qui est l'assurance, dans lequel j'ai fait pas mal de choses différentes jusqu'à des postes de direction des générales dans des grands groupes internationaux. J'ai fini par en avoir marre, j'ai tout plaqué. Et après avoir pris un peu de temps, j'ai donc rejoint le projet Absoluté qui avait été créé par Camille Douai pendant la phase de développement. Et donc Absoluté, ce sont des thés, des infusions en poudre qui ont pour but d'être plus durables, plus pratiques et plus sains que les thés classiques que l'on a l'habitude de consommer. Je vous en dirai peut-être plus un peu plus tard. Du coup, Maxime Darras, donc avec Juliette et Pauline, qui sont deux ingénieurs agro, donc d'AgroParisTech comme moi, on a cofondé Apetoc. Et du coup, notre mission, c'est de développer des aliments enrichis à destination des populations qui ont des besoins physiologiques spécifiques et qui n'ont pas forcément accès à une diversité de produits.
Et donc notre première population cible, c'est les seniors. Donc dans un premier temps, on a développé Peaufiné, qui est un dessert enrichi en différents nutriments et dont la texture est adaptée aux seniors. Et donc notre but, c'est de développer donc d'autres aliments par la suite, en suivant le même principe. Merci beaucoup pour ces petites présentations. Et donc, je propose de continuer tout simplement en s'intéressant un petit peu plus aux produits que vous proposez et développer en quoi ce sont des innovations. Enfin, voilà. Donc, on peut peut-être commencer par, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de commencer ou... On commence par le thé. Eh bien, allons-y. Donc, Absoluté. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des thés, des infusions en poudre. Le principe est très simple. On prend des thés tels que vous les connaissez en vrac. On en fait une mouture très fine, donc à travers un processus de micronisation purement mécanique. Il n'y a aucune chimie. Et donc, le fait de transformer en poudre confère à ces thés des qualités supplémentaires aux qualités habituelles des thés. On conserve toutes les qualités habituelles des thés en termes de goût, de qualité organoleptique, etc. Et on rajoute de nouvelles qualités. D'abord un aspect durable, puisqu'on utilise 6 fois moins de matières premières qu'un thé classique pour arriver au même résultat. Donc on a quelque chose de très compact. Également, donc, on est sur un produit qui est zéro déchet, puisque vous mettez une petite cuillère de poudre dans votre tasse, vous versez de l'eau dessus, la poudre se met en suspension dans l'eau, et donc vous la buvez. Donc il n'y a pas besoin de sachet, pas besoin de boule à thé, rien du tout. Il n'y a pas de sachet, évidemment, pas d'emballage à jeter. Donc on est sur un produit complètement zéro déchet, sachant que c'était l'objectif initial d'Absoluté, de trouver un moyen d'arriver au zéro déchet, parce que on ne s'en rend pas compte quand on boit du thé. On se dit à l'échelle individuelle, une tasse, c'est quelques grammes de plantes. C'est éventuellement un petit sachet en plastique ou un petit emballage en plastique qui ne vous pèse pas grand-chose, un sachet. Mais en fait, quand on sait qu'on boit chaque jour dans le monde 1,5 milliard de tasses de thé, au final, ça fait beaucoup, beaucoup de déchets. En France, on a calculé, on est des petits buveurs, on a calculé juste sur le thé, sans parler des infusions, on a au minimum 20 000 tonnes de déchets de la plante plus de l'emballage qui sont jetés tous les ans. Voilà, donc si tout le monde buvait du Absoluté, ça serait réduit à zéro, donc on économiserait 20 000 tonnes de déchets. Donc ça, c'est sur l'aspect durable. L'aspect pratique, c'est que quand vous versez l'eau sur la poudre dans votre tasse, c'est prêt instantanément. Il n'y a pas de durée d'infusion à surveiller, à respecter. Ça marche avec de l'eau froide, de l'eau chaude pour tous les thés, c'est-à-dire qu'habituellement, pour un thé donné, il faut, donc thé vert, thé noir, etc., il faut une température spécifique d'eau pour que ça fonctionne bien et pour ne pas brûler la plante ou pour pas brûler la plante. Là, on peut faire le thé que l'on veut à la température que l'on veut, y compris un thé glacé instantanément. Il n'y a pas besoin d'infuser à chaud et ensuite laisser refroidir. Vous faites directement avec de l'eau glacée. Donc c'est vraiment hyper pratique. Vous ne pouvez pas rater votre thé en d'autres termes, puisque vous avez la bonne dose, puisqu'on fournit la cuillère doseuse. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la température et vous n'avez pas à vous inquiéter de la durée d'infusion aussi, puisqu'il n'y en a plus en fait. C'est également très pratique pour utiliser en cuisine ou plein de choses comme ça. Donc vraiment, on a sur quelque chose d'hyper pratique. Et dernier aspect, c'est l'aspect sain. Nous, on a fait le choix de travailler sur des produits bio. Il n'y a absolument aucun additif. On n'est que vraiment sur des plantes, des fruits et des épices. Donc, il n'y a absolument rien d'autre. Et on fait très attention, évidemment, à tous ces produits qu'on utilise. Ils sont bio, mais voilà, on fait vraiment attention à la qualité. Alors, en termes d'innovation, on est là avant tout sur l'innovation d'usage. Parce que le fait de transformer en poudre une plante en soi, ça n'a rien d'innovant, même s'il a fallu travailler sur justement la manière de transformer en poudre et sur le procédé spécifique pour arriver au résultat que l'on recherchait, c'est-à-dire avoir une poudre qui permet d'être suffisamment fine pour ne pas la sentir quand on la boit, mais en même temps pas trop fine pour qu'on conserve, on ne perde pas les qualités physiques de la plante d'origine. Puisque le but, c'est d'avoir un goût aussi bon
avant qu'après la mouture. Voilà, donc c'est avant tout une innovation d'usage qui transforme radicalement la consommation du thé, ce qui n'est pas évident pour une start-up parce que le thé, c'est très, très conservateur comme manière de consommer. Souvent, ça fait peur aux consommateurs, la notion de poudre, parce que depuis très longtemps, on martèle que plus les feuilles sont grandes, plus les feuilles sont entières, meilleur c'est. C'est pas forcément vrai. Et la poudre, en plus, tout le monde, quand on boit du thé, souvent du thé en sachet, on a de la poudre, mais qui est en fait du déchet, qui n'est pas une poudre telle que nous on l'a fait. Donc du coup, le thé en poudre, la poudre de thé a une mauvaise image, alors que nous on fait du thé en poudre, c'est pas la même chose. Voilà, mais donc c'est là qu'est l'innovation essentiellement sur cet aspect agroalimentaire. Du coup, juste, si je peux me permettre une question, vous dites en fait on conserve donc les qualités d'un thé normal, mais par exemple, est-ce que le fait de réduire en poudre, donc de changer le procédé de transformation, ça change le goût? Pas du tout. Pas du tout. Alors, si on applique un bon procédé de transformation, ça ne change pas. Justement, notre but, c'est de conserver vraiment avant-après, le même goût. Alors, il peut arriver si on fait une mouture trop fine, si on va trop vite, voilà, ça peut changer. Mais justement, nous, on veut arriver à trouver le procédé qui permet d'arriver au même goût. On a eu des cas où le goût s'améliorait. On trouvait que le goût s'améliorait. Donc, on a gardé ce procédé. Mais voilà, le but, c'est justement de conserver le goût d'origine, puisque avant tout, au-delà des qualités que j'ai citées, notre but, c'est de proposer des thés de qualité, des thés qui plaisent. Et en général, on y arrive assez bien. Et une autre question qui peut revenir aussi beaucoup quand on parle d'innovation alimentaire, c'est le coût. Est-ce que le thé soluble que vous proposez, par exemple, est plus économique qu'un thé classique, ou justement, est-ce que cette innovation a un prix et qui peut parfois empêcher le consommateur d'acheter? Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, quand on regarde le thé classique, il y a des gammes de prix. Ça va de 1 euro à quelques centimes d'euros la tasse à plusieurs euros la tasse. Donc, c'est très compliqué de répondre à cette question. Il se trouve que nous, on s'est positionné sur un produit qui est assez premium. On apporte un service et une vraie valeur ajoutée. Donc, on s'est permis d'avoir un prix qui nous positionne sur des thés de maison de thé quand même assez... alors, la maison de thé haut de gamme, mais pas forcément les thés les plus élevés. Vous pouvez assez facilement trouver sur le marché des thés à plus de 100 euros, les 100 grammes ou quelque chose comme ça. On en est très très loin évidemment. Mais c'est vrai qu'on est plus cher que du thé que vous allez trouver en supermarché où la boîte de 25 tasses va être à, je ne sais même plus, 2-3 euros maximum. Nous, on propose, pour dire les choses, on a notre boîte de taille standard fait 40 tasses, permet de préparer 40 tasses. On la propose à 17,90 €. Voilà, ça fait moins de 50 centimes la tasse pour un thé que vous ne pouvez pas rater, qui est bon, qui est hyper pratique. Enfin voilà, donc voilà. Il y a un coût. Alors évidemment, il y a le coût de l'innovation en tant que telle, du développement, etc. Mais ça, je dirais, c'est pour tout le monde comme ça. Après, il y a un prix, je dirais, pour le consommateur du service rendu. Et ça reste quand même accessible et du coup, ça permet accessible. À moins de 50 centimes la tasse pour du thé de qualité, oui, c'est très accessible. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, on pourrait passer à quelqu'un d'autre, si quelqu'un a envie. Sinon... Alors oui, l'innovation chez nous, je considère qu'elle n'est pas sur le produit, même si on a fait beaucoup d'efforts de R&D et qu'on a aujourd'hui les premières crèmes glacées en magasin bio totalement sans additifs ni ingrédients ultra transformés. Je considère que c'est une innovation systémique, une innovation organisationnelle, et on n'en parle pas assez. Je trouve, c'est vrai, quand on va au CIAL aujourd'hui, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais qui serait capable de me citer une innovation qui serait autre qu'un produit? Je pense qu'il y en a très peu. Et donc, c'est plutôt sur ça que j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on propose de repenser les modes de production et de consommation et de remettre le local au cœur
cœur de ce sujet. Et c'est pour ça que le concept de la micro-laiterie où tout se fait dans 150 km, ça me paraît être l'innovation en tout cas qu'on veut porter avec le projet Bon Dimanche. Sachant que voilà, le contexte actuel fait, je pense, qu'on a intérêt à changer les choses, à faire bouger les lignes et rapidement. Avec les aléas climatiques, avec la dépendance qu'on a aussi créée sur toutes les exploitations agricoles, avec toutes les externalités négatives, je pense à la perte de biodiversité, à l'érosion des sols. Enfin, je pense vraiment que l'innovation, le produit, c'est certes intéressant, mais je pense qu'il faut penser l'innovation en profondeur et que ça passe aussi par un changement d'organisation. Donc justement, c'est très intéressant d'avoir un petit peu ce point de vue sur une innovation qui est autre que sur le produit. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Quand on cherche à vendre un produit, mais qu'on veut le vendre de manière locale, ça nécessite forcément de réduire la clientèle à laquelle on veut la vendre, puisqu'on se concentre donc sur une zone. Donc il me semble que pour vous, c'était une zone de 150 km, la production. Et du coup, comment ça se passe concrètement pour développer un produit dans une zone aussi restreinte ? Alors c'est assez simple parce que de toute façon, quand on démarre toujours petit. Donc effectivement, l'histoire de l'échelle et de l'économie d'échelle, elle existe, c'est vrai. Il y a des produits sur lesquels c'est plus ou moins simple. Je pense que de toute façon, quand on démarre, on commence toujours local. Ça commence par les amis, la famille, et puis ensuite le cercle s'élargit. Donc c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment le sujet de se dire est-ce qu'on restreint vraiment la clientèle, mais en tout cas, il vaut mieux faire quelque chose de petit et le faire de façon vertueuse plutôt que d'élargir et finalement de rogner peut-être ses valeurs ou du coup d'aller sur des terrains où on ne maîtrise plus. Et également, l'autre question qui peut se poser, c'est quand on cherche à innover d'une manière comme ça dans un secteur, par exemple, donc là c'est les produits laitiers en l'occurrence, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que c'est difficile de se faire remarquer quand c'est comme ça et qu'on est un petit produit et qu'on cherche à travailler à l'échelle locale ? Alors je pense que l'avantage qu'on a, c'est comme on n'est pas une innovation produit, on n'a pas déjà toute cette... t'en parlais très bien, David, on n'a pas ce sujet d'usage. Ça fait peur à personne de consommer de la crème glacée, qu'elle soit locale ou qu'elle ne le soit pas. Je veux dire, il n'y a pas de peur à avoir sur ce côté-là, donc on ne perd pas sur cette partie vraiment innovation. Où quand on a un super aliment, quelque chose de très nouveau, c'est dur. Il faut faire rentrer ça dans les usages. Je pense aux insectes, par exemple. C'est un sujet quand même très compliqué quand on se lance dans l'insecte. Donc toute cette partie-là, on ne l'a pas. Mais effectivement, ce qu'on va avoir, c'est comment réussir à faire transparaître la valeur du local. Ça passe par effectivement le prix du produit en magasin, ça passe par la marque qu'on a créée, l'histoire qu'on est capable de véhiculer derrière. Est-ce que la valeur perçue derrière, elle est bien là où elle doit être ? Et ça me paraît les choses clés en tout cas, c'est vraiment mettre en avant les points forts de son organisation et puis se donner les moyens de le faire évidemment derrière. C'est très intéressant en tout cas, merci beaucoup d'être là pour apporter ce point de vue qui parfois est un peu oublié dans les innovations. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre, soit Madame Adiogo, soit Monsieur Darras, peut-être ouais. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. Par rapport à l'innovation chez Glim Africa, déjà la première raison pour laquelle j'ai fait ce projet, c'était vraiment pour pouvoir apporter une solution en Afrique par rapport au problème d'importation. Donc, il y a déjà une volonté sociale. Et nous, cette innovation, c'est le choix de faire des pâtes, le choix de faire du couscous à partir de cette graine locale qui est le niébé, qui est un haricot, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à voir ce que c'est. C'est vraiment de pouvoir permettre aux personnes dans les villes de mieux manger local, de pouvoir, avec ces graines pour lesquelles ils sont plutôt habitués à de l'alimentation traditionnelle, qui sont des repas qui prennent beaucoup de temps à cuisiner et qui est une forme d'alimentation qu'ils ont un peu mis de côté au quotidien parce que c'est lourd et ça prend du temps, au profit justement de produits tels que les pâtes de blé ou le couscous ou même d'autres produits tels que le pain à base de blé. L'idée, c'est de pouvoir leur proposer cette façon pratique de consommer les denrées locales. Et il faut savoir que suivant
les estimations de la FAO en 2030, l'Afrique serait potentiellement le continent avec le plus fort taux d'importation de produits alimentaires de base par habitant dans le monde, et sachant que l'Afrique compte encore plus de 60% des terres arables encore disponibles dans le monde. Donc, il y avait une vraie problématique pour moi de montrer qu'on peut faire d'autres choses, qu'on peut répondre à nos besoins du quotidien en matière alimentaire avec des produits qui sont récoltés localement. Donc, c'est un des aspects du projet, et également le côté innovation, il vient également dans le produit, puisque nous sommes vraiment pionniers sur la fabrication de pâtes à partir de niébé. Et ce sont des pâtes alimentaires qui sont sans additifs. Donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre la matière première. Et ça nous a vraiment servi également pour pouvoir décliner la gamme. Et ça a été un développement itératif. Ce n'était pas forcément évident, mais on a pu arriver aujourd'hui à un produit qui plaît aux consommateurs et qui permet comme comme était le but du projet, de pouvoir s'approprier des recettes de pâtes classiques avec les pâtes de niébé. C'était vraiment l'objectif du projet. Donc, ce sont les deux points principaux en matière d'innovation. Ça nécessité d'adapter, de créer un nouveau savoir-faire basé sur les techniques de transformation classiques liées aux différents produits que sont les pâtes et le couscous, mais également basé sur les connaissances culinaires sur le niébé. Donc, c'était en fait un croisement des deux pour pouvoir arriver à un produit qui correspond à ce qu'on voulait mettre sur le marché. Du coup, c'est assez intéressant parce que ça rejoint également ce que disait Madame Beau, donc avec le côté local, donc le fait de développer un produit. Donc ici, vous parliez du Cameroun et plus largement du continent africain. Donc vous utilisez donc le niébé, vous en parlez. Est-ce que également cet aliment, il a certaines vertus que ça pourrait apporter par rapport aux farines importées? Oui, totalement. C'est une légumineuse, donc c'est un aliment tous nos produits contiennent 22% de protéines, donc c'est jusqu'à 2 fois plus la quantité de protéines qu'on retrouve dans le blé. Donc, c'est quelque chose de très important pour l'alimentation, notamment celle des enfants, où ici, on a souvent des problèmes, des déficits d'apport en protéines. Mais récemment, on s'est rendu compte également qu'il y avait une grosse problématique, particulièrement au Cameroun, liée à l'anémie chez les enfants et chez les femmes en âge d'enfanter. Voilà. Et également, le niébé fait partie de cette classe d'aliments ça représente à peu près plus de 50% des enfants qui sont anémiés ici. Donc, le niébé fait partie de cette classe d'aliments qui sont riches en fer et en acide folique. Et donc, il répond vraiment à ce besoin qui est considéré comme une urgence ici localement. Donc, ça fait vraiment tout son sens. Oui, donc en fait, c'est une innovation sur plein de points, puisqu'en plus, ça répond à des problématiques locales dans la nutrition. Donc, c'est super intéressant en tout cas. Donc, on va passer au dernier produit. Donc, Monsieur Darras, on vous écoute. Du coup, je vais repartir un peu du constat qu'on a fait au départ. C'est de se dire qu'en fait, les produits enrichis qui sont proposés aujourd'hui aux seniors, ça va être majoritairement des produits monotextures de boissons, gel ou crème dessert, et avec des parfums qui sont caramel, café, vanille, donc très très peu diversifiés, bien qu'il y ait beaucoup de différents grands groupes agroalimentaires qui les produisent. Et en fait, ces produits-là sont très peu acceptés par les seniors parce qu'ils sont souvent trop copieux, le volume est trop grand, il y a une certaine lassitude qui s'installe.
Et ça va avoir deux conséquences, c'est que l'apport nutritionnel qui est prévu par le personnel médical, il n'est pas atteint. Et dans un deuxième temps, ça génère énormément de gaspillage alimentaire. Donc, à partir de là, on s'est posé la question de comment essayer d'apporter des aliments enrichis qui vont pouvoir changer par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui et qui seront mieux acceptés par les consommateurs finaux. Pour ça, du coup, on a essayé d'avoir un produit. Donc déjà, je vais prendre l'exemple de Peaufiné. Donc, notre premier produit, c'est un produit qui est bitexture, qui est composé d'une génoise imbibée et d'une mousse, et qui va être enrichi en différents nutriments. Donc aujourd'hui, on va avoir des enrichissements qui vont se faire uniquement en protéines. Nous, on a voulu essayer de viser d'autres pathologies aussi qui peuvent toucher les seniors en ayant l'enrichissement en protéines qui est très important pour tout ce qui est sarcopénie, mais aussi en oméga 3 pour le déclin des capacités cognitives ou alors en fibres pour le déclin des capacités digestives. Donc, les textures sont évidemment adaptées aux troubles de la mastication et de la déglutition qui sont très présents chez les seniors également. Et donc dans l'idée, je dirais que notre innovation, ça va plutôt être une innovation d'usage, dans le sens où c'est pas ce genre de produit qu'on va retrouver sur les aliments enrichis d'habitude, mais là on va essayer de l'apporter pour avoir vraiment un côté gourmand et une meilleure acceptabilité du produit par les seniors. Donc dans l'idée, c'est aussi de développer dans le futur de nouveaux produits qui vont apporter des choses que en fait, les seniors vont pouvoir connaître, soit parce qu'ils avaient l'habitude d'en manger avant, mais en ayant toujours un côté gourmand enrichi qui va permettre de s'assurer que le produit sera consommé entièrement pour à la fois atteindre donc, les apports nutritionnels prévus, mais aussi éviter le gaspillage alimentaire. Et il y a aussi un autre point, je pense, sur lequel on se démarque entre guillemets de ce qui peut se faire aujourd'hui, c'est que les produits qui sont développés aujourd'hui par les grands groupes, ils vont être développés dans les laboratoires et ils vont être ensuite directement proposés. Donc, ça va être souvent fait par prescription, par des diététiciens ou des médecins pour les seniors qui sont dénutris. Et nous, on va essayer vraiment d'inclure à la fois le personnel médical, donc, qui est le décideur, entre guillemets, sur ce genre de produit, mais aussi les consommateurs finaux. Et ce n'est pas quelque chose qui va forcément être pris en compte aujourd'hui pour ce genre de produit. Merci beaucoup, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, là, on a donc un autre type d'innovation. Donc ici, c'est pour une population cible, en l'occurrence. Et vous parlez notamment donc, du fait que ce soit enrichi dans le côté nutritionnel, en fibres, en oméga 3, en protéines. Cet enrichissement-là, comment il se fait dans le processus? Est-ce que c'est par rapport aux ingrédients que vous utilisez ou est-ce que vous rajoutez quelque chose? Comment ça se passe? Du coup, par rapport à ça, donc il y a quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était d'éviter au maximum d'utiliser des additifs dans la formulation du produit. Après, ça reste quand même de la formulation, donc c'est-à-dire que c'est des produits qu'on a l'habitude entre guillemets de cuisiner, donc une génoise par exemple qu'on peut connaître en pâtisserie, une mousse laitière, ce genre de produits. Et nous du coup on va essayer d'adapter en ayant des enrichissements qui se font par des produits naturels. Donc par exemple les oméga 3 ça va se faire via des graines de chia qu'on va trouver dans le produit. Les fibres, ça va être par du son de blé qu'on va trouver dans la partie génoise du produit. Et pour les protéines, du coup, on utilise un isolat de protéines de lactosérum. Donc, c'est le même type de protéines que, par exemple, peuvent utiliser les sportifs. Donc, c'est obtenu par procédé physico-chimique via du lait. Donc, rien de très chimique en soi. Ok, merci beaucoup. Et autre petite question, du coup, là, vous parlez d'un premier produit qui a été développé donc, pour des personnes âgées. Est-ce que vous avez d'autres idées, par exemple, que vous êtes en train de développer ou des choses comme ça? Oui, du coup, actuellement, on a 3 autres produits qui sont en cours de développement. En fait, notre but, donc, dans un premier temps, ça va être vraiment de rester quand même sur la population des seniors parce qu'il y a un vrai besoin et que justement, c'est une population qu'on oublie généralement, dont on parle très peu. Et qui va être très peu ciblé par l'innovation justement. Donc on va rester quand même sur cette population-là au début. Après, on a vraiment pour envie d'avoir une réelle diversification, que ce soit sur le type de produit qu'on va proposer. Donc là, on reste sur des produits sucrés pour le moment, mais on aimerait bien aussi développer une gamme de produits salés pour pouvoir en fait avoir des repas complets qui peuvent être consommés et éviter d'avoir la totalité des apports qui peuvent se trouver dans un seul composant du repas en fait. Et on aimerait également diversifier la cible. Donc, ce que je disais au début, c'est qu'on cherche à cibler les populations qui ont des besoins physiologiques spécifiques. Donc, ça peut être des populations qui ont des problèmes au niveau de la texture, comme ça peut être le cas pour les patients en oncologie, par exemple, mais aussi par rapport à d'autres types de populations, comme par exemple les personnes diabétiques qui ont accès à
une très faible diversité de produits sucrés en général. Donc essayer de trouver des moyens en fait, d'apporter à des populations qui ont très peu de choix une nouvelle possibilité de consommer. Merci beaucoup. En tout cas, c'est super intéressant. Enfin, tous les produits sont très sympas et donc vous avez quand même des entreprises assez variées, bon, des parcours qui se ressemblent plus ou moins. Maintenant, j'aimerais qu'on se focalise un petit peu plus sur le côté métier, puisque j'imagine que peut-être dans la salle, il y en a qui aimeraient travailler dans le secteur des innovations alimentaires. Et donc, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines compétences à avoir pour développer un produit, pour travailler dans ce secteur de l'innovation, qui n'est pas toujours quelque chose de facile, parce que c'est pas mal de recherche et de développement. Donc, est-ce que vous auriez un avis sur ça? Alors, je ne sais pas si Madame Adiogo, vous avez entendu la question, parce qu'il me semble que vous étiez partie. Oui, j'ai entendu la question. Okay. En termes de compétences, je pense qu'il y a déjà la curiosité, parce que, excusez-moi, pardon. Parce que je pense que ceux qui suivent le forum, ce sont des ingénieurs, donc je pense qu'ils ont les capacités à développer des produits, mais il faut être curieux, il faut également aller chercher des informations un petit peu partout et faire et recouper ces informations pour pouvoir aller rapidement avancer assez rapidement sur le sujet. Je parle du côté formulation et puis suivre son intuition tout simplement. Et je pense après, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins long. Et il ne faut pas toujours attendre d'avoir le produit parfait. Parfois, les consommateurs peuvent également nous aiguiller. Ça a été le cas, nous, sur le couscous. Par exemple, sur le couscous, quand on l'a développé, on arriva à avoir un produit assez intéressant, mais un jour, lors d'une présentation du produit, il y a une dame qui nous a parlé d'une façon de la manière dont elle cuisait le couscous. Et au lieu de faire de la manière traditionnelle où on rajoute juste de l'eau bouillante, elle trempait d'abord les graines sèches et elle les cuisait à la vapeur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Et on s'est rendu compte qu'on obtenait un couscous très tendre et qui était plus intéressant au niveau organoleptique que la version qu'on proposait avec ce mode de cuisson classique. Donc, je pense qu'il faut être très ouvert et curieux intellectuellement parlant. Vous êtes tous d'accord avec ça ou est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je crois que, y a, la notion de compétence, évidemment, elle est là, mais c'est presque secondaire. Comme le disait Annie, il y a la curiosité et l'envie pour innover, c'est l'envie de trouver de répondre à une problématique ou de trouver une solution à un problème. Et donc d'y aller. Et souvent, vous êtes ingénieur, ça fait partie de la base, je pense, de trouver des solutions à des problèmes. C'est ça, en fait, d'avoir envie de faire ça. Après, il faut un peu s'accrocher. Au-delà de la compétence technique, c'est plus, c'est plus ces aspects de s'accrocher à quelque chose, à une idée, à un objectif, que la compétence technique qui compte. La compétence technique, évidemment, elle est importante. Et encore, chez Absoluté, Camille, qui a lancé le projet, elle n'est pas du tout ingénieure agroalimentaire non plus. Moi, je le suis encore moins. Elle s'est formée. On a quand même réussi à trouver une solution parce qu'on s'est fait accompagner chez AgroParisTech, au Food in Lab. Donc après, le but, si on n'a pas forcément les compétences techniques soi-même, il faut aller les chercher et les trouver. De toute façon, c'est toujours ça, bien savoir s'entourer. Alors justement, du coup, vous parlez que vous dites que vous travaillez en collaboration donc avec d'autres personnes. Est-ce que quand on travaille dans ce secteur de l'innovation, c'est souvent c'est des petites entreprises ou des startups, et est-ce que c'est souvent des métiers où on gère tous les aspects, ou est-ce qu'on a quand même un rôle défini et on va gérer soit le marketing, soit le développement, soit la production, ou est-ce qu'il faut savoir être polyvalent dans ce genre d'entreprise?
Je peux prendre la réponse. Ici, on est tous entrepreneurs, donc il y a vraiment la casquette polyvalence qui est hyper importante. Enfin, moi, je te rejoins beaucoup, David, sur le fait qu'on répond avec une innovation d'abord à un problème. Et je pense il y a beaucoup d'innovations qui sortent sur le marché qui sont pas qui sont des innovations, j'ai envie de dire, opportunistes. On va mettre riche en fibres sur un produit parce qu'on a l'impression qu'il se vendra mieux. On va réduire la quantité de sucre parce qu'on a l'impression qu'il se vendra mieux. Pour moi, c'est des fausses innovations, ou en tout cas, c'est des innovations qui pousse à l'achat, c'est essentiellement du marketing. Donc je pense qu'effectivement, d'abord, derrière une innovation, il est censé y avoir ce côté répondre à un besoin, ou en tout cas à une problématique qu'on a identifiée. Et sur le côté polyvalence, c'est indispensable. C'est un peu le problème. Si vous avez mal à la tête et que vous traitez que le mal de tête, mais au final, c'est un mal qui est beaucoup plus global parce qu'il est relié à votre mal de dos ou à un coup que vous avez pris autre part. Il y a forcément une polyvalence qui arrive quelque part à un moment quand on travaille un produit, quand on travaille un produit vivant, hein. Un produit agroalimentaire, c'est avant tout un produit qui bouge dans le temps. Donc ça me paraît indispensable d'avoir la polyvalence. Et après, évidemment, ça dépend de l'innovation dont on parle. En tout cas, ici, en tant que, je pense, tous entrepreneurs, on sait qu'il faut une polyvalence, même si pour avancer plus vite, il faut aussi être capable de segmenter et de déléguer les parties qui nous semblent à déléguer à des gens qui sont peut-être plus compétents sur certains domaines. Enfin, la polyvalence, elle n'est pas liée à l'innovation en tant que telle, même si évidemment ça aide. C'est lié à l'entrepreneuriat. Évidemment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, qu'il y ait innovation ou pas, hein, si vous voulez ouvrir un restaurant, quelque chose comme ça, il faut de la polyvalence au début. Sauf si vous avez des fonds illimités, ou en tout cas importants, où là vous pouvez recruter, vous pouvez avoir recruté toutes les compétences dont vous avez besoin, mais c'est rarement le cas, en tout cas dans les startups tels que nous on les connaît. Donc là oui, c'est de la polyvalence. Donc après on se spécialise un petit peu, mais bon, on est toujours obligé de toucher à tout. Après voilà, il y a des gens qui ont plus un tropisme technique, un tropisme commercial, un tropisme finance, gestion, des choses comme ça. Mais à un moment ou un autre, il faut toucher à tout. C'est indispensable. Et justement, pour revenir un peu sur ce que vous disiez à l'instant, c'est difficile en tant qu'entrepreneur de trouver des fonds pour développer ses produits. C'est quoi les méthodes aujourd'hui pour permettre de valoriser ces produits-là et de les développer à un peu plus grande échelle et les faire connaître? Annie, si tu veux prendre la parole, t'hésites pas. Je commence du coup sur ce sujet-là. Oui, Alors, mais je ne serai pas la plus pertinente sur le sujet parce que moi, j'ai fonctionné en fonds propres et c'est juste la chose à ne pas faire. Donc, je pense que des personnes qui ont déjà levé, parce que c'était beaucoup de stress pour moi et puis beaucoup de sacrifices aussi. Donc, je pense qu'il vaut mieux aussi chercher à lever rapidement des fonds, même si c'est un petit peu, déjà pour pouvoir avancer avec un peu plus de sérénité dans sur ce chemin qui est lent et tortueux. Donc, je préfère laisser la parole à d'autres pour la réponse. moi, je peux peut-être répondre. Je pense qu'on a un peu tout fait avec notre projet avec Edouard en passant par de l'autofinancement comme le fait Annie, qui demande effectivement de sacrifier un petit peu de sa personne aussi et de savoir jusqu'où on est prêt à aller. Du prêt d'honneur, qui sont des prêts qui sont attribués, on va dire, avec un taux zéro. Donc vraiment sur le projet en lui-même et sur les porteurs de projets. Des concours étudiants qui permettent, je pense Maxime, tu es assez aussi à même de valider ça, mais l'itinéraire entrepreneuriat favorise aussi beaucoup, voilà, avec des prix qui sont pour les lauréats. Il y a AgroParisTech, mais il y en a plein d'autres, hein, beaucoup d'écoles aussi qui poussent beaucoup à l'entrepreneuriat. Il y a le prix bancaire, alors qu'on ne recommande pas forcément pour tous ceux qui se lancent. Il y a toute une partie aussi levée de fonds, effectivement. C'est un mécanisme qui est dilutif. Ça veut dire que vous donnez aussi des parts de votre entreprise à d'éventuels investisseurs. Donc, il faut savoir que ça crée aussi des nouvelles relations et ça change aussi la gouvernance de l'entreprise. Et enfin, au-delà, après, au niveau... Là, c'est très entrepreneurial ce que je raconte, mais au-delà de ça, l'innovation, elle n'est pas forcément... elle n'a pas forcément besoin d'être financée. Enfin, si vous travaillez dans un grand groupe et que c'est une innovation, en fait, c'est juste si vous êtes payé pour travailler et pour lancer des innovations, j'ai envie de dire, il n'y a pas de financement spécifique là-dessus. Vous
Vous pouvez faire de l'intrapreneuriat aussi. Là, c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Je ne suis pas sûre que le financement soit quelque chose de très spécifique à l'innovation en tant que telle, mais plutôt pareil à la création d'une entreprise qui nécessite de financer toute la recherche derrière. Disons qu'effectivement, l'innovation est pas réservée aux startups et aux entrepreneurs. Elle se fait aussi dans les grands groupes qui ont de l'argent pour ça. Ça ne veut pas forcément dire que cet argent-là est plus facilement accessible. Au contraire, pour avoir travaillé dans des grands groupes, alors je ne connais pas les grands groupes agroalimentaires, mais je pense que de toute façon, tous les grands groupes fonctionnent de la même manière. L'argent ne se débloque pas comme ça très facilement. Donc je pense que pour quelqu'un qui a envie d'innover, quelqu'un qui a une idée au sein d'un grand groupe, c'est pas forcément simple de développer son idée, d'aller chercher les financements qui sont nécessaires également au sein d'un groupe. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, puisque les grands groupes savent cela, savent que ce sont ils sont des gros paquebots qui sont difficiles à faire bouger, qui ne sont pas toujours réactifs. Et très souvent, les grands groupes vont financer des startups, vont créer des systèmes d'incubation, d'accélérateurs, etc., qui leur permet de confier, en fait, de faire l'innovation par des startups. Et qui, voilà, parce qu'ils savent que dans les startups, on aura des gens plus agiles, plus réactifs, voilà, parce que c'est par rapport à ce qui se passe dans les grands groupes, c'est comme ça une startup. Et donc ces groupes vont profiter après, vont surveiller un peu ce qui se fait sur le marché, vont financer éventuellement ces startups. Et après, récupérer leur innovation, soit à travers des partenariats, soit tout simplement en les rachetant derrière. Donc il y a plein de modes il y a plein de possibilités. Après, sur l'argent, voilà, donc l'innovation demande de l'argent. Je dirais dans l'agroalimentaire, c'est vrai, mais ça se fait sur un terme, enfin un horizon de temps qui n'est pas trop long, si on compare au médical ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a besoin d'argent. De l'argent, il y en a, mais il faut aller le chercher. Alors, tu as cité les concours, les prêts d'honneur, les prêts bancaires. Il y a des subventions, pas mal de subventions liées à l'innovation. La BPI soutient pas mal ça. Voilà, à partir du moment où on arrive à montrer de l'innovation, il y a pas mal de... Il y a pas mal de possibilités. Il y a aussi des innovations, des subventions locales, régionales. Par exemple, à Absoluté, on a fait le choix de s'installer en Haute-Marne, dans le Grand Est, parce que justement, bon, au-delà d'aspects de coûts, de loyer, etc., qui étaient intéressants, c'est un département qui offre, une région qui offre pas mal de subventions pour s'installer là-bas, parce qu'ils cherchent à amener des gens, à amener des entreprises, à faire en sorte que les gens s'installent là-bas. Donc il y a de l'argent, il faut aller le chercher, c'est très chronophage à faire, mais il y a de l'argent. Donc c'est possible, mais il faut être motivé pour aller le chercher, c'est tout. Merci pour cette réponse, en tout cas c'est toujours bon à savoir. Et une autre question que vous venez justement de soulever, c'est par rapport au temps de développement des produits. J'imagine que ça prend du temps parce que quand on développe un produit qui n'existe pas sur le marché, j'imagine que ça demande beaucoup d'essais. Ça prend combien de temps, par exemple, entre le moment où on a l'idée et au moment où on a un produit fini qui est prêt à vendre? Combien de temps pour vous? Est-ce que ça a été long ou c'est venu assez rapidement? Du coup, pour prendre notre exemple, donc, à la base c'était un projet étudiant, donc on a commencé en dernière année à l'agro pour le concours Ecotrophelia. On a développé un prototype, on va dire, pendant 6 mois, 1 an. Donc on a eu l'idée et on a présenté quelque chose au concours Ecotrophelia. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le produit n'était pas du tout terminé. En fait, on présente un prototype qui n'est pas terminé. Et après ça, du coup, ça nous a demandé encore beaucoup de temps, étant donné que on a souhaité, du coup, comme je disais tout à l'heure, inclure différents maillons de la chaîne, du coup, dans le développement. Et ça fait donc beaucoup d'allers-retours en fait entre des prototypes, à nouveau donc de la recherche, à nouveau un prototype, etc. Et c'est surtout ça, je pense, qui peut prendre beaucoup de temps quand c'est une innovation sur le produit directement. Donc après, pour prendre un peu un exemple en agroalimentaire, plus généralement, je pense qu'il faut compter minimum 6 mois et ça peut aller jusqu'à bien plus quand c'est un produit un peu plus compliqué en recherche et développement.
Ok, bah, merci beaucoup. Et une autre question aussi qui peut être peut-être intéressante, c'est quand on a des produits un petit peu inédits ou inhabituels, je pense par exemple au thé soluble, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comment on fait pour mettre en valeur ça dans le marketing, le faire connaître? Pareil, je pense aux produits pour les personnes âgées. Les personnes âgées, elles n'ont pas nécessairement les réseaux sociaux. Donc en plus, quand on est une petite entreprise, on ne peut pas forcément se faire de la pub beaucoup, parce qu'encore une fois, ça demande de l'argent. Comment se faire connaître et comment valoriser ces produits-là auprès du grand public? C'est presque, je dirais, le plus compliqué. Alors, il y a la solution la plus classique, c'est mettre beaucoup d'argent et faire de la pub et mettre de l'argent dans les réseaux et voilà, faire du marketing, quoi, classique. C'est pas forcément évident. Après, il y a tout ce qui est chemin de travers, qui va être arriver à trouver un moyen de faire du buzz, de se faire connaître à travers voilà, des- des influenceuses, influenceurs, même si nous, par exemple, on a été assez déçus de ce genre d'opération. Euh, Trouver un moyen d'être visible, en fait. Et il y en a plein des différents. Alors, je peux par exemple, vous faire part d'une expérience. Nous, la première année, on a fait ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une erreur. On s'est laissé embarquer dans une prestation avec une agence de relations publiques, de relations presse, qui nous a promis monts et merveilles. Alors il s'est passé quelques petites choses, mais ça ne nous a pas fait décoller surtout par rapport au coût que l'on a pu, que ça a représenté pour nous. Et il y a en particulier un exemple très simple. C'était cette équipe qui, au demeurant, était très sympathique, nous promettait le passage dans une émission de radio qui était vraiment intéressante sur France Inter, etc. Et puis elle nous en parlait régulièrement. Il ne s'est jamais rien passé. Oui, mais je le connais, je connais le producteur, je connais le machin, etc. Bon, ok, il ne s'est jamais rien passé. Et puis un jour, il se trouve que cette émission, je l'écoutais, il parlait donc c'était après la fin du contrat, on a mis fin à ce contrat. Et puis j'écoutais cette émission et il disait qu'ils allaient, en fait, ils fonctionnaient par région. Ils fonctionnent par région, donc ils parlent bon, ça s'appelle Carnet de campagne, si vous connaissez, c'est à 12h30 sur France Inter. Donc ils vont dans les régions et ils interviewent des entrepreneurs sociaux, des gens comme ça, c'est des associations, voilà, qui ont des actions locales. Et donc ils disaient, voilà, on va être en Haute-Marne, on cherche des gens en Haute-Marne. Donc j'ai pris mon mail, j'ai envoyé un mail, Camille a fait la même chose, on s'est fédé, on a eu un coup de main d'une l'agence de presse qui accompagne, je crois que c'est le département de Haute-Marne, qui a, voilà, enfin, à force de les cerner, de les bombarder de demandes, bah, ils nous ont rappelé. On a eu un super interview avec eux, donc c'était le 1er juin de cette année, et ça a fait exploser sur une période un peu courte, mais ça a fait exploser nos ventes, etc. D'ailleurs, au-delà de ce à quoi on s'attendait. Mais voilà, et donc bah, on l'a fait avec nos petits bras, tout seul, alors que des gens dont c'était le métier, qu'on payait trop cher, n'avaient pas réussi à le faire. Donc il faut trouver des moyens, il faut foncer. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça. Si vous allez sur LinkedIn, vous verrez plein de gens qui arrivent à faire le buzz assez facilement, ou bon, sur Instagram, moins sur Facebook. Voilà, il faut trouver des moyens de se faire parler de soi. Je peux prendre du coup le relais, parce que notre cas est un peu particulier. Nos consommateurs ne sont pas les personnes qui achètent les produits, étant donné que c'est des seniors qui sont en institution. Donc on est en B2B, donc le réseau est assez complexe et varie selon les différentes structures. Mais nous, ça va être plutôt d'essayer en fait, d'aller directement voir les maisons de retraite, les EHPAD, pour se faire connaître auprès d'eux. Donc, on a fait des tests, par exemple, dans certains établissements. Se faire connaître également au niveau des groupes qui peuvent gérer ce type d'établissement. Et donc, ça va être vraiment plutôt aller voir les personnes une par une, essayer de contacter un maximum de décideurs en fait, de ces groupes-là. Ça peut être aussi, étant donné que ça peut être entre guillemets prescrit par du personnel de santé, essayer de se faire connaître via des salons, via du coup directement, essayer de contacter directement également comme pour les EHPAD, etc. Mais je pense que c'est ça le plus difficile pour le coup.
Après, ça nous enlève ce côté global, essayer de se faire connaître par tout le monde. On va plutôt viser directement des petits groupes, mais ce qui peut déboucher à quelque chose d'un peu plus important que juste un achat par une personne. Ok, bien merci beaucoup. Je crois qu'on a perdu Madame Adiogo, mais en espérant peut-être qu'elle revienne d'ici la fin. Donc, on va bientôt passer à la partie questions des élèves, du public. Juste avant, une dernière petite question qui est peut-être un peu plus personnelle, puisque vous parliez justement que pour développer un produit, il faut en avoir envie. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de travailler dans l'innovation alimentaire? Et qu'est-ce qui vous motive dans ces métiers-là? Si vous avez une réponse, si vous ne savez pas... L'innovation, elle est là, donc maintenant, ce qui me plaît, c'est de la faire connaître et de le transmettre. Voilà, c'est ça, c'est d'arriver à la faire connaître et de conquérir un marché. Voilà, c'est ça qui est motivant et qui est satisfaisant si on y arrive. Après, le quotidien, il est fait de beaucoup de galères, de petites victoires. Et c'est de petite victoire en petite victoire qu'on arrive à arriver à ça, à gagner. Voilà, la guerre, je ne sais pas si c'est une guerre, mais en tout cas, à gagner, enfin, à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Mais voilà, le quotidien je disais, les financements, c'est chronophage, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de choses, Après, il y a toutes les problématiques techniques aussi que l'on rencontre au quotidien. Il faut trouver les solutions, quoi. C'est beau à savoir ces choses-là, aussi, quoi. qu'il n'y a pas que des bons côtés. Ah non, oui, bah non, non, ça serait trop. On serait pas là, je pense. Donc, je ne sais pas si avant qu'on passe aux questions, vous avez quelque chose à ajouter, à dire, si vous avez envie de parler de quelque chose en particulier. Non. Si, enfin, je vais tendre une perche. Nous, on recrute un stagiaire en R&D 6 mois à partir de mars. Donc, si jamais ici, il y a des dernières années, on sera ravis. Enfin, on a le stand. Alors là, il n'y a personne vu que je suis ici, mais enfin, passez nous voir. Enfin, vraiment, ça nous fera plaisir. Et puis même après, de discuter et d'échanger plus largement, éventuellement, sur vos projets professionnels. J'ai fait un petit passage en école de commerce, si jamais aussi il y en a qui sont intéressés, mais... Voilà, j'ai tendu ma perche sur un éventuel stage R&D, développement, innovation, produit. Donc du coup, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais, c'est une bonne question. Et effectivement, l'idée, c'est pas de repartir de zéro à chaque fois qu'on s'implante dans un endroit. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi. Donc, j'ai pas le recul, mais en tout cas, j'ai la pratique, ce qu'on aimerait faire, enfin la théorie plutôt, ce qu'on aimerait faire. Aujourd'hui, là, on développe vraiment cette première micro-laiterie. Donc oui, c'est une phase de démarrage. Là, va y avoir une grande phase d'apprentissage. L'idée, c'est ensuite, quand tu ouvres un nouveau site, c'est de le faire dialoguer avec le premier. Donc évidemment, il y aura des choses à construire, hein. Une nouvelle ligne de production, des emplois locaux aussi. Mais ça, c'est l'intérêt. C'est qu'à chaque fois que tu redémarres, tu utilises l'écosystème local. Donc la ressource locale, si un jour on s'implante dans le sud, ce sera peut-être pas du lait de vache, mais du lait de brebis. Donc il y aura un petit peu d'apprentissage. Mais derrière, il y a cette idée de faire dialoguer les micro-laiteries et de les faire apprendre ensemble. Et plus largement, je pense qu'il y a l'échelle locale, mais il y a toute une partie de fonctions support que tu peux mutualiser et sur lesquelles tu peux capitaliser. Enfin, ce qu'on propose avec ce projet de local, c'est vraiment pas un retour en arrière à l'époque de l'artisan qui ne parlait qu'à son village. C'est vraiment une croisée entre la transition agroécologique qui me paraît l'avenir et la transition numérique sur laquelle on ne peut pas s'asseoir parce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'avenir. Donc, ça me paraît être les deux qui te permettent de faire cet apprentissage rapide. Si je peux rebondir juste sur ça, je pense qu'il y a aussi un choix des entrepreneurs de vouloir se développer plus ou pas aussi. Donc, en fait, même si on porte des innovations, qu'on est entrepreneur, qu'on nous met entre guillemets l'image de start-up, c'est pas forcément pour ça qu'on va avoir envie de se développer, soit au niveau national, soit au niveau international. C'est pas forcément un but en soi. Donc aussi mettre ça, prendre ça un peu en compte et se dire que même si on fait une innovation, c'est pas forcément pour qu'elle aille partout, qu'elle soit disponible partout.
Là-dessus, c'est clair qu'une start-up, si on est vraiment dans le modèle classique des start-up qui font des levées de fonds, des choses comme ça, parce qu'il faut se souvenir d'une chose, start-up, ça veut dire démarrer. Alors, en France, on parle d'une start-up, enfin une entreprise qui démarre, une jeune entreprise qui démarre. On dit une start-up quand il y a une notion d'innovation. Mais start-up, ça peut être, je disais tout à l'heure, un restaurant, ça peut être une épicerie, ça peut être des choses très classiques. Ce sont aussi des start-up. Donc, effectivement, il y a le côté où est-ce que le créateur veut l'amener. Alors, quelqu'un qui crée une épicerie, il est très bien dans son quartier, etc. Et puis, il va s'en tenir là. Puis, il y en a d'autres qui vont se dire, je vais dupliquer mon modèle, ça marche très bien, parce que je me suis, je sais pas, je fais que du Made in France, ou je fais que du local, ou peu importe. Et il va vouloir dupliquer sous forme de franchise ou d'un groupe. Voilà. Bon. Donc, chacun a ses envies. Après, si on est sur les modèles de développement de start-up classiques avec, donc je disais, levée de fonds, etc. Effectivement, il y a un moment où de toute façon, les créateurs vont devoir se positionner par rapport à ce qu'ils font. Parce que qui dit levée de fonds dit sortie des investisseurs aussi à un moment, que ce soit des business angels pour aller après vers des investissements plus lourds, des séries A, B, C, machin, etc. Dans l'agroalimentaire, c'est encore un peu particulier, mais surtout sur des marchés peut-être un peu classiques comme les nôtres. Voilà, il y a un moment où il faut se positionner. Est-ce qu'on veut continuer avec l'entreprise, on veut juste la vendre, ou se vendre, c'est-à-dire continuer avec l'entreprise mais appartenir à un grand groupe. Enfin, il y a plein de possibilités, mais effectivement, ça va dépendre de l'envie que le créateur, que les dirigeants vont avoir à ce moment-là et de ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui veulent, il y a des gens dont le kiff, c'est juste de créer et ensuite de vendre et avec l'argent de créer autre chose, etc. Il y en a d'autres, ça va être de développer pour avoir un grand groupe. Enfin, voilà, il y a autant de possibilités, de modèles et de débouchés qu'il va y avoir de start-up et surtout de créateurs, je pense. Super. J'avais une question par rapport du coup, sur Absoluté, par rapport à ce que vous disiez au début sur l'aspect zéro déchet. Vous avez parlé beaucoup de déchets de plantes. J'imagine que pour produire un thé en poudre soluble, vous avez un processus de lyophilisation ou de déshydratation quelconque. Vous n'avez pas du tout un moment d'infusion des plantes en fait? Pas du tout. On prend des plantes sèches, telles que le vrac que vous connaissez, que vous pouvez trouver dans l'épicerie en bas de chez vous s'il y en a une, et on fait un simple process de micronisation. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment c'est un broyage, il n'y a que ça. Donc il n'y a pas de perte. Alors il y a pas de perte, c'est pas vrai. Il y a un tout petit peu de perte parce que c'est très volatile, donc il y a un peu de poussière. Il y a aussi alors on tamise après, on micronise pour arriver à la taille qu'on veut, mais évidemment toutes les particules ne sont pas à la même taille, donc après on tamise. Les refus de tamis, donc on tamise pour avoir la taille que l'on veut, n'avoir que la taille que l'on veut plutôt, pardon. Les refus de tamis, on peut les repasser dans le microniseur. Il y a certains aussi, certaines plantes qui laissent, je sais plus comment, c'est un nom, j'ai oublié, mais on se retrouve avec des sortes de alors, c'est pas le mucilage, non, comment? Non, pas d'huile. Ça ressemble à, je sais plus comment, ça ressemble à une sorte de laine à la fin, qui reste, qui est liée aux fibres et tout ça. Mais ça, on peut aussi, on le garde pour l'instant pour le réutiliser, pour en faire un coproduit. Mais grosso modo, nous, on a calculé, on a un peu moins de 5% d'attrition entre le produit de base et le produit fini. Donc voilà, et c'est du déchet valorisable. Alors il y a un peu de poussière qui part dans la nature. Bon, elle part dans la nature. Et le reste, c'est du déchet soit valorisable, soit c'est de la plante, sous une forme particulière, mais à la limite, on le composte et puis voilà. Si jamais on n'arrive à rien en faire. D'accord, c'est super intéressant. Et est-ce que vous pensez que c'est applicable à d'autres types de plantes? Je pense par exemple au café, qu'on a des procédés avec quand même un peu de perte. Vous pensez que c'est applicable à d'autres types de plantes ou c'est vraiment quelque chose qui est très particulier au thé et à la façon dont...
Non, alors nous, quand on dit thé, en fait, c'est thé et infusion. Donc nous, on applique à plein de plantes. D'ailleurs, enfin, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Donc on a des produits en poudre, enfin des plantes en poudre, on en trouve sous d'autres formes plus grossières en général que ce que nous on fait. Mais par exemple, on a un produit, on a une infusion de rose, donc c'est que de la rose. On utilise de l'hibiscus, on utilise des poivres, hein, des différents poivres, des différentes épices. Donc on le fait, on l'applique. C'est un procédé qu'on applique à différents types de plantes. Le café, je peux pas en parler trop, mais on l'a testé, effectivement. Parce que alors, souvent, on nous assimile au café instantané qui existe, le café qui est lyophilisé. Alors, évidemment, ça n'a strictement rien à voir parce que là, il y a il y a une transformation qui est qui en fait un produit pas tip top au final, mais bon, qui est pratique, mais qui a pas des qualités géniales au niveau gustatif et tout ça. Enfin, bon. Mais voilà, oui, c'est probablement, enfin, c'est duplicable à probablement d'autres types de produits. D'accord, merci. Merci. J'avais une question du coup pour le thé justement. Vous disiez que vous vous placiez plutôt dans une gamme premium parce que votre coût était assez élevé comme vous l'expliquiez. Je pensais que le fait de ne pas avoir de déchets, de ne pas avoir les emballages et les sachets, le plastique, etc., ça allait faire baisser le coût. Donc, qu'est-ce qui explique le coût? Est-ce que c'est au niveau du procédé? Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, il n'y a effectivement pas de sachet, il n'y a pas de sachet de thé, il n'y a pas d'emballage du sachet de thé, il y a quand même une boîte. Parce que ça ne vient pas en suspension dans l'air. En tout cas, on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire, mais on y travaille. Il y a quand même une boîte qui est un peu spécifique. Il y a une cuillère à l'intérieur qui est faite sur mesure, qui est en bois, qui est réutilisable, etc. Hein, donc tout ça a quand même un coût. Après, il y a des étiquettes, enfin voilà. Il y a la main-d'œuvre, évidemment. Et voilà. Et après, notre problématique actuelle, c'est la taille. C'est une question d'économie d'échelle ensuite. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à grossir suffisamment pour pouvoir absorber un certain nombre de coûts fixes et en plus prendre des quantités importantes sur certains produits, nos emballages, nos étiquettes, c'est assez étonnant quand on achète des fournitures de voir à quel point alors déjà, il y a un premier problème qui est que souvent on nous demande des quantités absolument délirantes pour plein de choses. Hein. Par exemple, nous on a deux formats de boîtes. On a donc le format boîte de 40 tasses, qui est la boîte qu'on utilise, c'est un format assez standard. Mais on a créé une couleur qu'on voulait. Et on a également un format de 10 tasses, des petites boîtes qui sont un format standard, mais on voudrait le faire à notre couleur. Parce qu'elles existent en blanc, en noir, en couleur aluminium. Bon, on utilise l'aluminium, mais on aimerait bien pouvoir les développer à notre couleur. On nous demande un minimum de 60 000 boîtes pour pouvoir commencer une production. On ne peut pas. D'abord, ça n'a aucun intérêt pour nous aujourd'hui. Et de toute façon, on n'a pas les moyens de se payer 60 000 boîtes comme ça, même si elles coûtent quelques centimes. Et voilà, donc il y a cette notion de taille. Plus on grandira, plus on vendra, plus on pourra avoir des coûts optimisés. Voilà, mais pareil, là, c'est une problématique que tout le monde, toutes les entreprises connaissent. On a quand même baissé nos prix récemment. On a fait ce choix justement, on a fait un pari un peu sur les quantités et tout pour baisser nos prix. Je disais tout à l'heure 17,90, mais on était il y a 2 mois à 19,90. Mais voilà, tout est dans la quantité. Plus on pourra produire et vendre et donc produire, plus on pourra baisser nos coûts grâce aux économies d'échelle tout simplement. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on peut échanger à la table ronde ici.
Et encore une fois, merci à tous d'être venus. On considère notre nom de la définition dernière, je vais remercier par mail. Merci à tous d'être venus pour assister à cette table ronde. Une très bonne fin d'après-midi. Merci.